Bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous allons parler aujourd'hui de la démocratie à l'épreuve de la mondialisation. Titre qui peut paraître comme ça assez bateau, mais au regard des invités, vous allez voir, ça va prendre une coloration qui ne devrait pas vous déplaire. Surtout que ce sont deux des favoris, des icônes, pourrais presque dire, puisque maintenant le terme est totalement galvaudé. Alors nous aussi, sur Radio Courtoisie, nous avons nos icônes, et en particulier dans ce livre journal de géopolitique profonde, et ce sont deux de ces icônes qui vont débattre aujourd'hui, et je pense qu'ils seront pourtant globalement d'accord. Donc on ne sera pas vraiment sur une controverse, loin s'en faut, mais on sera plutôt sur des compléments entre l'un et l'autre. J'en profite déjà au début de cette émission pour remercier bien évidemment Virginie à la technique, Nini Vlam, voilà. Nini Vlam, c'est N2E Vlam. Si vous voulez la retrouver sur YouTube, on dit YouTube, c'est ça? YouTube, non, YouTube. Et Patrice bien nous apportera à nos invités et à moi-même vos questions, observations, remarques, toutes plus agréables, je n'en doute pas, les unes que les autres. Et c'est celles-ci uniquement que nous passerons d'ailleurs, pas les autres. Voilà, donc la démocratie à l'épreuve de la mondialisation, ou la démocratie à l'épreuve du peuple, après tout. On se plaint beaucoup des résultats des élections, mais après tout, les gens ont voté, ils avaient l'occasion de voter. Il y a une partielle dans l'Isère, tiens. Première circonscription de l'Isère, pas plus tard que très bientôt, puisque pour un scandale, c'est amusant, c'est toujours sur eux que ça tombe. Ceux qui, normalement, devraient être des hommes bien déconstruits. Écoutez, Madame Rousseau, les LFI, donc un scandale de plus, donc ils démissionnent. Il va y avoir donc une nouvelle élection, une partielle. Alors, il y a entre autres Grenoble qui est, je crois, dans leur circonscription, et vous retrouverez les deux favoris que sont Olivier Véran, qui a été de peu battu lors de la dernière élection, après la dissolution, et en face, la sémillante, et elle va se rattacher à LFI, ça a été une exigence évidemment de LFI, qui n'est autre que Lucie Castet. Lucie Castet qui expliquait le jour même où la petite Philippine était sauvagement assassinée dans le bois de Boulogne par un OQTF, qui venait juste de sortir de prison, après avoir commis un viol qui lui a valu quand même quelques années de prison, disait le soir même sur une chaîne d'infos en continu, oui, il faut absolument légaliser l'ensemble des clandestins, qu'ils aient d'ailleurs, ces sans-papiers, un travail ou qu'ils n'en aient pas. Après tout, les Français, face à ce genre de situation, à ce genre de candidat, devraient, en toute logique, arbitrer de telle manière que ces personnes ne puissent pas. Je ne parlerai pas de l'Olivier Véran, c'est une autre polémique, mais quand même aussi, en tout cas que ces personnes ne puissent pas accéder à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. Ça paraît évident. Là, on est sur la démocratie directe, pas directe, mais en tout cas c'est direct au sens où on sait à quoi s'en tenir, donc on devrait savoir pour qui voter, sans en plus subir, comme ce fut le cas après la dissolution, une sorte de nouvelle quinzaine de la haine, où tout a été fait pour modifier finalement les scores des élections européennes et du premier tour des élections législatives. Là, on est sur une partielle, franchement, les esprits se sont calmés, le Rassemblement national est devenu caution d'un gouvernement Barnier soutenu par la Macronie. Tout devrait être vite réglé, à moins qu'il existe déjà peut-être dans ce pays, la France, un électorat qui s'est substitué à un autre. C'est un questionnement, et c'est une des questions que je vais poser donc à nos invités, parce que justement, ils sont l'un comme l'autre, alors pour des raisons diverses, adeptes de la démocratie directe. L'un, et il est en visio, et pour cause, puisqu'il est suisse, et c'est Oscar Freisinger. Donc évidemment, et on salue Oscar Freisinger qui nous fait le plaisir d'être dans cette émission de Libre Journal de Géopolitique Profonde. Bonjour Oscar. Bonjour Nicolas. Et voilà, Oscar veut peut-être d'ailleurs présenter son ami Christian Vannès qui est dans le studio pour ce qui le concerne. Christian Vannès qui préside à Démocratie Directe en France.
On le sait, cet ancien député du Nord, député de la droite populaire, avait même en son temps fait une proposition de réforme constitutionnelle pour tenter d'adopter en France un équivalent en termes de référendum d'initiative populaire à ce que Oscar Freisinger et les siens connaissent en Suisse. Bonjour, bonjour Christian Vallest, et bienvenue. Bonjour Oscar. Et j'ai un grand plaisir de vous revoir. Et j'ai envie de dire bienvenue chez vous. Vous êtes un ancien patron d'émission, on le dit aussi, de Radio Courtoisie, particulièrement apprécié de nos auditeurs. Vous avez écrit un livre dernièrement, il y a quelques années maintenant, qui s'appelait « L'identité ou la mort ». Et un livre bientôt à paraître. On ne va pas le divulgacher ou on peut en dire déjà 2 mots? Non, non, on attend ça à son édition prochaine. Alors, peut-être commencer avec vous, Christian Vallest. Okay. Justement, peut-être sur cette élection législative en Isère. Est-ce que la démocratie directe, telle que vous l'imaginez, peut encore sauver un pays comme la France quand des cas de figure tels que ce qu'on voit dans l'Isère va probablement se réaliser, c'est-à-dire l'élection par une majorité des électeurs, en tout cas de ceux qui vont voter, pour des personnes qui, on ne peut pas dire, constituent, que ce soit Véran ou que ce soit Castet, des patriotes. On disait la démocratie, ça va au service des patriotes, en particulier la démocratie directe. Est-ce que ça ne vous interroge pas déjà au préalable? Si, mais vous avez bien posé le problème. En fait, il faut toujours se souvenir de l'étymologie du mot démocratie. La démos en grec, le peuple, et cratie, le pouvoir. Bon, il faut toujours se souvenir que en démocratie, c'est le seul pouvoir légitime, le seul détenteur, le seul souverain. Le seul sacré. Le seul souverain, c'est le peuple. Oui, mais alors là, il y a un problème. C'est qu'il faut qu'il y ait encore un peuple. C'est ça. Et là, le thème de votre émission est excellent parce que la mondialisation met cette notion même de peuple en péril. Et en péril d'abord par, bien sûr, les mouvements de population. C'est ça. Plus il y a de l'immigration dans un pays, plus il y a un autre peuple qui vient et qui, en raison de son nombre, ne peut pas être assimilé, mais conserve ses coutumes, ses mœurs, ses idées, eh bien, la démocratie peut être en péril. Vous savez, il faut toujours se souvenir de la pensée de Montesquieu, qui disait que dans un pays, en fait, il y avait quelque chose au-dessus de la loi, c'était les mœurs. En fait, ce qui permet à la démocratie d'exister, et qu'effectivement ce soit le peuple qui décide des lois, eh bien, c'est le fait que ce peuple a des mœurs. Je pense que d'ailleurs, c'est l'origine du succès suisse. C'est que les Suisses ont gardé une sorte d'identité morale, en quelque sorte, une façon de se comporter qui apparaît notamment dans la façon dont ils votent avec beaucoup de sagesse, souvent, lorsqu'on leur pose des questions dans le cadre des votations. Il est vrai que plus un pays est chamboulé par l'arrivée de peuples étrangers, d'une population étrangère qui n'est pas assimilée, qui conserve des mœurs différentes, eh bien là, effectivement, la démocratie est en péril. Alors, elle ne l'est pas que sur ce point, en raison de la mondialisation, mais ça, c'est le premier point. Et je pense que malheureusement, une ville comme Grenoble, qui est une ville qui témoigne par les deux bouts, en quelque sorte, de la perte du peuple, eh bien, donne l'exemple du risque que nous courons. C'est-à-dire d'aller vers une démocratie qui n'est plus véritablement une démocratie. Pourquoi ? Parce qu'elle sera dominée par 2 types de populations. Une population qui sera étrangère et qui votera pour l'extrême gauche, pour Mélenchon ou pour ses représentants. Et puis il y a une deuxième population. Oui. C'est une population, par exemple, très marquée par les universitaires. Alors là, on quitte également la nation, mais pas de la même façon. Ce sont des gens qui, par leur formation, ont été, dans le fond, éduqués à mépriser les notions de peuple, de nation, et à vivre déjà à l'étranger, en quelque sorte. Donc, il y a les étrangers réels venus du dehors, et puis il y a les étrangers de l'intérieur. Et il y a les étrangers de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui n'ont absolument aucune espèce de conscience nationale, et qui eux aussi ont des mœurs qui vont à l'encontre du maintien de l'unité nationale et de l'identité nationale, et donc de la nation, et donc
de la démocratie. Voilà les deux risques. Deux formes de déracinement. Voilà, les deux formes de déracinement. Enfin, oui. Il y a un déracinement de gens qui se sont déracinés de chez eux et qui ne s'enracinent pas chez nous, mais qui sont là quand même. Et puis, il y a ensuite les gens qui sont déracinés. Ça reprend le fameux... Enfin, le roman qui a été célèbre en son temps, celui de Barrès, bien sûr, Les Déracinés, qui déjà visait à une époque où l'immigration était beaucoup plus faible, contrairement à ce que disent les gens qui a toujours eu l'immigration en France. C'est complètement... Macron l'a encore dit il y a quelques jours. Mais c'est complètement faux, hein, pas du tout. Et donc Barrès visait, en fait, dans les déracinés de l'intérieur. C'est-à-dire les gens qui, en raison du niveau de leur formation, reçoivent une éducation... il faisait allusion à son professeur de philosophie kantien, hein, c'est-à-dire qu'ils leur apprennent à ne penser que universel. C'est ça. Et l'universel, c'est la négation du particulier. Oui. Et donc, quand on est dans la pensée universaliste, on est dans une pensée qui risque de devenir anti-française. Et là, avec la gauche actuellement, on sait bien. Moi, je passais mon temps, quand j'étais à l'Assemblée, à dire... j'avais eu un problème avec une députée de Paris, qui ne l'est plus maintenant, une socialiste, hein, à dire que, bien sûr, le PS, pour moi, c'était le parti de l'étranger. Mais c'est vrai qu'avec Mélenchon, maintenant, on a une sorte de super parti de l'étranger. Voilà. Donc, il y a une sorte de course à l'étranger, à gauche. Merci Christian. On va demander son avis justement. Christian Van Est, Oscar Freisinger faisait entre autres référence avec Montesquieu à la nécessité pour un peuple d'avoir des mœurs. Il disait mais en Suisse justement les Suisses ont des mœurs et on s'interrogeait suite à des projections sur une élection partielle législative dans l'Isère comprenant la ville de Grenoble et son maire qui fait souvent parler de lui, dont on pourrait parler d'ailleurs, du fait que justement le peuple de France, vous avez entendu sur ces deux déracinements, n'a peut-être plus de mœurs. Donc ça interroge sur le fait que la démocratie directe puisse venir demain au secours du peuple, en France. Oui. En France, il faudrait changer complètement le système. Vous ne pouvez pas greffer du jour au lendemain sur un peuple qui n'a jamais été habitué à cela, parce qu'il n'a connu que finalement ce qu'avait créé plus ou moins Louis XIV. Après, c'est Robespierre qui a pris le rôle, Napoléon. Vous avez toujours ce pouvoir très centralisé. Donc, c'est très jacobin, la France. Donc, vous ne pouvez pas greffer là-dessus, comme ça, du jour au lendemain, la démocratie directe, parce que les gens n'y sont pas préparés. Donc, imaginez, le peuple suisse, un jour, on lui a demandé s'il voulait 5 semaines de vacances ou 4. Eh bien, elle a pensé que c'était mieux 4. Moi, je crois que le peuple au monde qui est capable de faire ça, parce qu'ils vont demander ça aux Français, je pense qu'ils vont demander 6. Donc, vous voyez, non, ce que je veux dire, c'est bête comme exemple, mais ça dénote de ce qu'il faut pour arriver à faire fonctionner une démocratie directe, c'est-à-dire une longue tradition, un système qui ne prend pas en otage la démocratie, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis. Toutes ces démocraties-là, ces prétendues démocraties qui font la leçon au monde entier, ne sont plus du tout des démocraties. Prenez l'exemple de votre département. C'est un faux choix. Dire, si vous voulez que la démocratie fonctionne, il faut que les gens aient un choix réel. Mais là, c'est pas un vrai choix. Vous votiez l'un, vous votiez l'autre, vous avez la même soupe. Donc, finalement, c'est juste de savoir si c'est une soupe gris clair ou une soupe gris foncé. Mais vous n'avez pas de choix réel. Et quand il y a un choix réel qui se présente, on voit là maintenant en Allemagne avec l'AfD, par exemple, on veut essayer d'interdire le parti. Donc on dit, au nom de la démocratie, on va interdire la démocratie. Donc c'est assez fort quand même. Ou alors, vous avez le phénomène qu'il y a eu en Italie avec Meloni et qu'il y a maintenant avec le Front National, enfin le Rassemblement National en France, c'est que ce parti, tout à coup, en fait, trompe ses électeurs parce finalement, il s'adapte complètement à ce qu'il combattait jusque-là. Donc, il trahit ce qu'il a dit pendant les élections. Parce que moi, le Rassemblement National, j'y ai jamais tellement cru. Parce qu'ils sont au fond aussi étatistes, centralisateurs, jacobins, etc. C'est pas vraiment le modèle que nous avons, nous, avec l'UDC en Suisse. Alors, en Suisse, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a la démocratie directe, oui, mais il y a quand même une menace. Et cette menace, elle pèse sur la démocratie depuis les débuts. Et celui qui l'a exprimé, c'est Alexis de Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, 1830, où il dit, à un moment donné, les démocraties, puisqu'elles tendent tellement vers l'égalitarisme, elles vont juger que cet égalitarisme prime sur la liberté. Et c'est la fin de la démocratie. Vous allez avoir une sorte... Et lui n'arrivait pas encore à le nommer. Il dit d'ailleurs dans son texte, je n'ai pas de terme pour cela, mais ce sera quelque chose qui est une contrainte qui paraît être une liberté, mais qui ne l'est pas, parce que la liberté est mise en cage, etc. Donc il le décrit assez bien.
il y a déjà pas mal d'années quand même, on imagine 1830. Et c'est le danger que nous courons. Alors, il y a des régulateurs qui sont en train de dysfonctionner complètement. Et pour moi, le dérégulateur le plus important et le plus néfaste, c'est les médias qui ne jouent plus leur rôle. Les médias sont tous achetés maintenant. Alors, mis à part, évidemment, des médias alternatifs comme le vôtre, etc. Mais pour le reste, les médias de réinformation, mais sinon, le reste, ils sont achetés. C'est exactement tous la même soupe. On leur dit ce qu'il faut dire. C'est carrément la CIA et l'OTAN qui dirigent derrière. Et voilà, Poutine mauvais, Trump mauvais, celui-ci il est gentil, celui-ci il est méchant. Puis on fait du manichéisme, bon méchant, on distribue les points. Et puis les gens, il faut 2 salaires maintenant pour faire vivre une famille, le pouvoir d'achat qui baisse. On va trimer, on n'a pas tellement de temps de s'informer. Le soir, on s'abrutit devant le téléviseur qui nous suce le cerveau. Et ça, c'est pas un citoyen responsable qui va ensuite prendre des décisions en connaissance de cause. Mais qui a encore le temps d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine, qu'est-ce qui se passe à Gaza, qu'est-ce qui se passe avec le Hezbollah, avec Israël, etc., d'aller vraiment chercher quelles sont les racines de de ce foutoir qu'on est en train de créer. Et alors, si je prends par exemple maintenant la démocratie chez nous, la différence qu'il y a, c'est que quand on a une élection au Conseil national, c'est-à-dire la Chambre du peuple, le nombre d'élus correspond réellement au nombre d'électeurs. Vous avez tant d'électeurs, vous avez tant d'élus, mais le calcul, il est juste. En France, non. Parce qu'il y a ces découpages, et puis il y a ces triangulations. Vous avez tout un système mathématique qui permet en fait de trahir la volonté de l'électeur, même s'il l'a exprimé démocratiquement. Parce que moi, venu de Suisse, j'ai observé ça de Suisse. Je n'arrive pas à comprendre, c'est pour moi une incompréhension totale, que le parti qui fait 11 millions de suffrages, il sort 3e, que le parti qui fait 7 millions de suffrages, il sort 1er, et que le parti qui fait 5 millions de suffrages, il continue à gouverner. Franchement, c'est quand même fort. Je veux dire, alors là, pour m'expliquer les mathématiques. Pire en Angleterre, c'est encore pire, les communistes, qui ont fait 12%, ils ont 70 sièges. Et comment il s'appelle le parti du Brexit là oui. Farage, Nigel Farage a fait 14%. En plus, il a 5 sièges. Non, mais expliquez-moi. Et pourtant, ça, c'est un scrutin uninominal à un tour, tiens. Voilà, je voulais donc terminer là-dessus. Vous voyez qu'on peut dévoyer n'importe quel système, on peut le pervertir. Alors, si on contrôle les médias, si on contrôle certains mécanismes électoraux, et puis en plus, l'erreur, elle vient du fait que, je crois que je l'avais déjà exprimé, vous avez un De Gaulle qui était un géant, et puis il a fait une 5e République à sa mesure. Il a pensé que je pense qu'il a pensé que ses successeurs allaient être des géants. À chaque fois, le nain de jardin, il est plus petit. C'est comme les poupées russes. Vous pensez que la poupée la plus petite est là. Non, il y en a encore une qui est plus petite. Et vous croyez qu'avec Flamby, vous avez touché le fond. Ah non, il y a encore Macron. Puis, Dieu sait ce qui va venir derrière. C'est peut-être pas la dernière poupée. Donc, comment voulez-vous réformer cela? Il faudrait vraiment un changement fondamental, même des mentalités. Je dois avouer être un peu... Alors, comme je vous l'ai dit une fois, on peut peut-être commencer à introduire des éléments de démocratie directe dans le plus petit des niveaux, c'est-à-dire là où les décisions sont plus proches du peuple, c'est-à-dire au niveau communal. Si vous commencez, modeste, à donner du pouvoir de démocratie directe, que les gens, parce que dans une commune, effectivement, les décisions qui sont prises, elles sont proches du vécu des gens, et on implique les gens et qu'ils apprennent cet exercice de démocratie directe, et puis qu'on monte ensuite les échelons, je pense que ça peut aller, mais du top vers le bas, du top vers le bottom, là, vous n'arriverez pas. Vous ne pouvez pas commencer à venir et puis dire, on va maintenant introduire là un référendum, parce qu'ils vont encore trouver un moyen pour... on a vu ça avec quand la France a voté les accords de Nice et puis les accords de Lisbonne. Là, la Constitution, j'ai la Constitution européenne, ouais. Constitution Giscard en 2005. Par faire voter jusqu'à ce que la réponse elle corresponde aux attentes des gens qui... Autre chose. Voilà, ça, c'est au Danemark. Ils font voter jusqu'à ce que les électeurs arrivent à récipiscence. Mais on va peut-être donner la parole à nouveau pour un retour de Christian Vannès. Je pense que sur la démocratie locale, je me souviens très bien d'ailleurs de ce projet de cette proposition de réforme constitutionnelle où vous aviez les 2 articles. Et dans le second, en effet, mais j'ai pas l'impression
Christian Vannès, vous qui en plus présidez à une association Démocratie Directe en France, que vous faites de la démocratie directe locale votre priorité, mais vous pouvez répondre là-dessus, mais aussi auparavant sur ce que vous avez entendu de la part d'Oscar, hein, bien sûr. Oui, alors c'est toujours avec une certaine humilité que je tourne mes regards vers la Suisse. Et quand j'écoute Oscar Freisinger, effectivement, ça me fait encore une leçon d'humilité parce que bon, il analyse les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bon sens, beaucoup de lucidité, et notamment son regard percutant sur les résultats électoraux et leur transformation. En matière de pouvoir, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit c'est parfaitement vrai. Chimie électorale. Hein. Soyons clairs, dans les deux cas, et c'est un point sur lequel je serais moins en accord avec lui, dans les deux cas, différents de notre système. Nous avons un système électoral pour les législatives, donc uninominal, mais à 2 tours. Bon, on se rend bien compte, quand on analyse la manière dont le scrutin s'est passé, qu'il y a eu manifestement une malversation de la part des partis qui se sont alliés, alors que précisément, ces partis n'ont rien en commun. On a eu une alliance, au moins entre l'extrême gauche et la gauche, et ce qu'on pourrait appeler le centre, c'est-à-dire les macronistes. Ces gens ne sont d'accord pour rien, et on le voit maintenant, puisque les uns sont dans l'opposition et les autres essaient de maintenir une majorité, alors qu'effectivement, ils n'ont pas cette majorité en nombre de voix. Mais néanmoins, ils ont quand même sauvé beaucoup de sièges parce que beaucoup de gens d'extrême gauche ont voté pour des centristes et beaucoup de centristes ont voté pour des gens d'extrême gauche. Ce qui fait qu'au niveau des électeurs, on a eu une sorte de majorité de fait et qu'au niveau du pouvoir, on n'a pas cette majorité. C'est pratiquement la loi des apparentements sous la 4e République qui avait été créée contre le général de Gaulle. C'est-à-dire que la fin de la 5e République, création du général de Gaulle, renoue avec ce qui s'était, mais c'est le renversement complet de tout. Je pense qu'il faut quand même dire à nos amis suisses que, par bonheur, ils n'ont pas de génie. Des Mozart, des voilà, génies. Nous, on a des génies. Et on a un génie à l'Élysée. On devrait s'en rendre compte. On en avait un à Bercy longtemps, pendant des années. Mais ce type a trouvé... Mais c'est pratiquement miraculeux ce qu'il a fait. On a construit la meilleure constitution que l'on ait eue depuis que la France est en République. Ça s'appelle la 5e République. Oui. Ça fonctionnait bien. Oui. On avait même survécu au problème des cohabitations. Oui. Extraordinaire. Et ce type a trouvé le moyen de faire de la 5e République, il a trouvé le moyen de faire de la 5e République une 4e République beaucoup plus nulle, parce que la 4e République, rappelons-le, sur le plan économique, elle avait de bons résultats. La France se portait bien. La croissance était même exceptionnelle en France sous la 4e. Elle a continué sous la 5e, au début tout au moins. Mais aujourd'hui, non, on n'a rien. On a une politique économique qui est calamiteuse, on a une insécurité qui grandit, on a une immigration qu'on ne maîtrise pas, et on a une politique étrangère, alors, mais tellement lamentable que la France, qui essayait encore d'être un peu plus que ce qu'elle était, et avec le général de Gaulle, il y parvenait parfaitement bien, aujourd'hui, non, elle est beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on a un président qui dit un jour une chose, et qui dit le lendemain le contraire, qui un jour dit il faut faire une coalition contre le Hamas, et qui le lendemain dira il ne faut plus donner d'armes aux Israéliens. Bon, oui, c'est vrai. Écoutez, franchement, avoir un type comme ça à l'Élysée, bon, la seule conclusion négative de ce que je viens de dire, c'est qu'effectivement, et je reprends ce que disait Oscar Freisinger il y a un moment, c'est on ne peut pas changer un peuple du jour au lendemain. Et c'est vrai que les Français n'ont peut-être pas tout à fait la sagesse des Suisses lorsqu'ils votent. Et la preuve, bon, ils ont voté pour Macron. Personnellement, je n'ai pas voté pour Macron, mais enfin, eux l'ont fait. Et ils voient le résultat maintenant, ils ont fait un très mauvais choix, qui est dû à quoi? Et là, je rejoins encore une fois Oscar, qui est dû essentiellement à la domination du peuple étranger dont je parlais tout à l'heure, c'est la domination du peuple étranger de l'intérieur, c'est-à-dire de notre caste oligarchique qui domine le pays et qui, dans le fond, règne sur un périmètre extrêmement étroit, quelques arrondissements de Paris. Et on a fait le tour, ce sont eux qui décident de tout ce qui se passe en France. Que ce soit les élus, que ce soit les hauts fonctionnaires, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit le Conseil constitutionnel, etc. Ce sont ces gens-là qui décident. De ce point de vue-là, les parlementaires qui représentent la France profonde ne font pas le poids. La preuve, chaque fois qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui déplaisait à Macron, le Conseil constitutionnel
a cassé cette chose. C'est vrai. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où les Français, pour l'instant, ne sont plus en démocratie, il faut dire ce qui est. Alors, je pense pour ma part qu'il faut que la démocratie directe ne commence pas par le bas, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut qu'elle commence par le haut, parce qu'aujourd'hui, la France se trouve devant un tel mur de difficultés, dans une telle impasse en ce qui concerne son avenir et l'avenir des Français, qu'il faut qu'un certain nombre de réformes structurelles soient faites. Or, ces réformes structurelles, les politiciens n'osent pas les faire, et aujourd'hui, on est dans une situation qui rend les réformes structurelles encore plus difficiles, puisque pour une réforme structurelle, il faut évidemment des majorités solides, des majorités larges et solides. On ne les a pas. Donc tout ce que pourra faire le Premier ministre actuel, M. Barnier, ce sera faire quelques changements, non pas législatifs, mais purement administratifs, purement réglementaires. On en parle pour certaines choses en ce qui concerne l'immigration notamment, mais il ne pourra pas réformer structurellement le pays. Or, le pays a besoin de ça. Et je pense donc que ça, on ne pourra le faire que par des référendums. Maintenant, référendum d'initiative populaire, effectivement, il faut créer une habitude. Et je pense qu'il faut toujours se souvenir que les Français, lorsqu'on leur pose un référendum, on les prend comme d'habitude brutalement. Oui. On ne leur donne pas du tout le temps de réfléchir. Et ensuite, effectivement, il y a l'espèce de tohu-bohu électoral au moment du vote où le parti de l'étranger qui règne dans la caste médiatique impose son idée, son orientation. À part que les Français ont déjà montré qu'ils pouvaient être contre. En 2005. En 2005, bon voilà, ils pouvaient surmonter ça. En 2005, ils l'ont fait une fois. Je pense qu'après tout ce qui s'est passé depuis le 2005, ils auront l'habitude de le faire. Et qu'effectivement, on peut imaginer que si on donne le temps de la réflexion aux Français, c'est-à-dire que si on ne dit pas le référendum c'est demain, mais par exemple le référendum c'est dans 3 mois. Et pendant 3 mois, on va en discuter et vous allez recevoir un fascicule très précis qui montrera sur la page de gauche ce qui vous attend si vous votez non, et sur la page de droite, ce qui vous attend si vous votez oui. Hein, voilà. Je pense que les Suisses, ça se passe un peu comme ça, je pense. Ils ont toujours des informations très précises et parfaitement calibrées. Merci Christian. On va continuer cet échange savoureux avec vous, Oscar Freisinger. Vous pouvez réagir à tout ce que vous venez d'entendre. Oui, alors, je peux concevoir que c'est peut-être... oui, évidemment, c'est un processus lent. Si on commence au niveau communal, je reconnais que ça, si vous avez... Effectivement, vous n'avez pas tellement le temps, le pays étant presque au bord du gouffre, donc il faudrait trouver des solutions assez rapides. Mais ce qu'il faudrait en tous les cas, ce que vous pouvez déjà changer dans votre loi électorale, c'est pourquoi le système suisse, au niveau de la représentativité au Conseil national, pourquoi ça ne peut pas être perverti? Parce que nous avons une proportionnelle à 1 tour. Point. Une proportionnelle pure à 1 tour. Et là, c'est clair, il n'y a pas d'alliance possible. Il n'y a pas de... C'est difficile. Vous ne pouvez pas pervertir le système. Mais l'alliance, elle peut avoir lieu après, au Parlement. Oui, les alliances peuvent avoir lieu si on veut, ça c'est clair. Bon, ils sont souvent tous contre l'UDC. Voilà. On est bien d'accord. Mais là, il y a un régulateur, c'est que si au Parlement, on ne trouve pas une solution satisfaisante, nous faisons un référendum contre... Voilà, il y a ce régulateur. Et ce régulateur, c'est le peuple. Le peuple est toujours l'arbitre. Et le peuple nous a donné raison. Par exemple, moi, m'étais très engagé sur les minarets. On n'a pas de minarets en Suisse, parce que le peuple a mis ça dans la Constitution. Il n'y aura pas de minarets. Le peuple a décidé. Puis c'est fini, on ne discute même pas. Donc ça, c'est quand même... Vous avez ce système qui est toujours de check and balance, comme ils disent en anglais. Il y a toujours des équilibrages qui se font. Quand ce que disait M. Van Est, Christian, c'est très juste. Nous n'avons pas de génie. Non, mais volontairement, nous ne mettons pas de génie au gouvernement. Nous en avions une fois, il s'appelait Blocher, on l'a éjecté après 4 ans. On ne met pas de génie, on ne met pas de tête qui dépasse. Pourquoi? Parce que tous les partis sont représentés dans ce gouvernement, et plus il est faible, moins il agit, mieux le pays se porte. Au fond, si vous voulez dompter la politique, il faut qu'elle ait un minimum de pouvoir, et puis s'ils sont un peu idiots, ça va très bien. Donc, ils ne bougeront pas trop, ils sont incompétents, ça va très, très bien comme ça. Et les décisions se prennent ailleurs. Le système doit être fort et pas dépendre d'un individu qui a un pouvoir démesuré et écrasant, comme c'est le cas pour le président américain ou le président français. Parce que des fois, vous avez la chance d'avoir un géant qui prend cette place. Alors là, vous avez de la chance. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, c'est quelqu'un qui se prend pour un géant. Donc, je veux dire... oui, il y a aussi ceux qui se prennent pour
Ouais, ben voilà, il prend ses vessies pour des lanternes, mais c'est pas du tout ça. Donc tout sonne faux chez ce bonhomme. Alors, les têtes qui dépassent, on les élimine, et puis ensuite, il y a un autre équilibrage. Et ça, c'est important. Dans la structuration même de l'État, nous sommes une confédération, nous ne sommes pas une république. Et ça change beaucoup de choses. Nous avons 26 petits cantons qui étaient à la base des entités indépendantes et qui ont délégué ensuite un certain pouvoir au pouvoir central, à la confédération. Mais ces cantons gardent une mainmise sur la politique fédérale à travers le système bicaméral. Nous avons le Conseil aux États, où chaque canton a 2 représentants. Les demi-cantons en ont un. Ça veut dire que vous avez, ça peut paraître absurde, mais c'est comme ça, nous avons le canton d'Uri. Je prends par exemple, c'est un canton de Suisse centrale, alpin, où il y a 30 000 habitants, il a 2 sièges. Le canton de Zurich, qui a 2 millions d'habitants, a 2 sièges aussi. Pourquoi ? Parce qu'historiquement, ce sont 2 entités qui étaient indépendantes et qui restent quand même encore des entités indépendantes sur pas mal de sujets. Alors, nous n'avons pas un système où vous avez une centralisation avec les départements et les communes, etc. Tout ne sont que des courroies de transmission de la volonté d'un pouvoir centralisé. Parce que ça fait que si le pouvoir centralisé est dévoyé, eh ben, tout le pays est dans la merde. Alors que chez nous, c'est pas le cas parce que il y a des prérogatives qui sont de la Confédération, des prérogatives qui sont uniquement cantonales et des prérogatives qui sont communales. Et chaque niveau a un pouvoir de décision et de réelle compétence. Et moi, par exemple, je dirigeais, quand j'étais ministre, je dirigeais l'éducation et la police dans le canton du Valais. Eh bien, il n'y avait pas de pouvoir fédéral qui me dictait ce que je faisais avec la police et avec le système scolaire valaisan. Donc, j'étais seul maître à bras avec le Parlement, bien sûr, Parlement cantonal. Le jeu de la démocratie joue, la législative et l'exécutive, mais c'était au niveau cantonal. Et ce n'est pas la Confédération qui nous dictait ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'est quand même assez important parce que ça rééquilibre quand même les choses. Et ça fait que, avec la subsidiarité, les décisions sont toujours prises au niveau le plus adapté pour les prendre. Ce qui doit être réglé proche du terrain, près des gens, doit l'être à ce niveau-là, etc. Et ce pourquoi les communes ne sont pas adaptées pour décider, bah, c'est le canton qui fait. Et quand les cantons ne suffisent pas et qu'il faut vraiment essayer de trouver une solution confédérale, eh ben, ça va au niveau de la confédération. Donc c'est un système qui est assez bien conçu comme, je dirais, le coucou suisse. C'est une horlogerie parfaite. Et si on change une vis là-dedans, ça risque de tout dérégler. Donc on essaye vraiment de faire en sorte à ce que toutes les petites vis là, tous les petits rouages harmonisent parfaitement. Et c'est ainsi que ce système dure maintenant depuis passé 700 ans. Bon, enfin au début il était un peu différent, il a dû naître à ce qu'il est devenu, mais quand même ça a été une progression. Et tout ça part du fait que la Suisse a été créée par des paysans, des agriculteurs, vivant sur une terre très, très dure, donc qui était peu riche, hein, parce que c'était dans les montagnes, c'était d'une vie assez difficile, et que leur plus grand pédagogue, ça a été la nature. Et ils ont essayé d'appliquer certains principes de la nature, ils l'ont appliqué à leur système politique, à leur mode de vivre ensemble. Ils ont observé la nature et ils ont traduit ça en mécanisme politique. Et c'est de là que ça vient. C'est pas quelconque aristocratie, des gens des villes, etc., qui ont créé ce système. Donc, je pense que cet esprit-là, pour le moment, il se maintient encore. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'à travers le système confédéral que nous avons avec les 2 chambres, le fait qu'au niveau de la population chez nous aussi, nous avons une urbanisation grandissante. Parce qu'il faut bien voir ça, M. Vannès l'a décrit, il y a la globalisation et en plus, il y a cette énorme métropole en France qui détermine quasiment tout le jeu, quoi, ouais. En lien avec cette globalisation. Alors, chez nous aussi, nous avons des centres urbains de plus en plus importants. À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a plus que 40% des personnes qui vivent dans les campagnes et 60%, c'est plutôt ou dans les montagnes. Mais étant donné qu'il y a cette possibilité de blocage des petits cantons qui ont leurs 2 représentants, parce qu'il y a encore cet héritage confédéral, ça leur permet de réguler un peu les choses. Ça veut dire que la ville n'écrase pas les campagnes. En France, à mon avis, les populations citadines, la ville écrase. Une ville. Ouais, ou une ville surtout. Voilà. Merci, voilà merci Oscar. On va revenir vers vous ensuite. Vous allez pouvoir réagir, Christian Vannès. Moi, je vous ajoute un élément que vous voudrez bien peut-être inclure dans ce que vous allez, là, votre réaction et puis vos échanges. Vous connaissez peut-être Marion Sigaud. Elle a fait dernièrement une conférence que moi j'ai trouvée très intéressante sur la démocratie paysanne. Il semblerait qu'il ait existé en France, mais alors c'était avant la Révolution.
clairement. Une démocratie paysanne qui ressemble étrangement à ce que vous nous avez dit, là, Oscar, sur la Suisse. Oui, alors sous l'Ancien Régime, en fait. Voilà. Sous l'Ancien Régime, il y avait, je pense que c'était dans l'Est de la France, me semble-t-il, Aussi. il y avait effectivement des sortes de démocratie locale. Oui, c'est exact. Je n'ai pas lu le livre, mais je connais le sujet un peu. Oui, alors moi je pense que ce sur quoi il faut insister maintenant, c'est quand même sur les différences qu'il y a entre la France et la Suisse. Des différences qui sont, soyons clairs, insurmontables. Alors, parlons-en. Les deux pays sont vraiment très différents. Ce que Oscar Feisinger a dit notamment sur le caractère confédéral de la Suisse, ça n'est pas du tout le cas en France et c'est pas demain qu'on y arrivera. Est-ce qu'il y a de la démocratie directe ailleurs que dans les États d'ailleurs de type confédéraux, États-Unis, Italie, les villes allemandes? Est-ce que c'est pas lié finalement les deux, la démocratie directe et le système confédéral? Je pense qu'il y en a par exemple dans un pays d'Amérique du Sud qui est très petit et qui à mon avis donc n'est pas une fédération, c'est l'Uruguay. D'accord. En Uruguay, il y a de la démocratie directe. Ouais. Donc je pense que ça, c'est tout à fait surmontable, ce problème-là. Mais néanmoins, la démocratie en Suisse, vraiment, est la meilleure preuve de l'aspect positif de la subsidiarité. C'est évident. Tout part du bas, monte vers le haut, et lorsque effectivement le haut se trompe, le bas peut encore réagir. Voilà. Bon. Ça n'est guère possible dans un pays qui a des ambitions et un rôle international. Alors, c'était la réflexion que je me faisais. Et oui, ce qui est très frappant dans la Suisse, c'est que dans le fond, sur le plan international, la Suisse, est un pays auquel on ne touche pas. C'est un pays qui a réussi à être neutre, notamment en raison du fait que chaque fois que les gens ont voulu y toucher, ils se sont dit c'est quand même dangereux. Même les nazis ont pratiquement entouré complètement la Suisse sans jamais y pénétrer. Ils y ont pensé, paraît-il, mais ils n'ont pas osé. Bon. Donc ça, c'est un aspect. Mais en dehors de du caractère impénétrable de la Suisse, en revanche, ne peut pas dicter sa loi, si peu que ce soit, dans aucune partie du reste du monde. Elle ne peut que jouer un rôle lié à la paix, aux accords internationaux, etc. Ça, c'est très bien. Mais vous savez très bien que la France aspire à une vocation différente. Moi, j'étais frappé par un événement qui n'a pas été positif pour la Suisse. C'est lorsqu'il y a eu un problème entre la Libye et la Suisse. Vous savez, et où je pense que la Libye retenait des Suisses, des Suissesses en l'occurrence, en Libye, et que finalement la Suisse a dû plier le genou devant les exigences de Kadhafi. Il y a eu la diplomatie française à ce moment-là, d'ailleurs, de Sarkozy et de son épouse. Exactement. Donc, il a fallu, pour la Suisse, je ne sais pas si c'était une chance objectivement, mais pour la Suisse, c'en était une, que Kadhafi soit renversé pour que l'affaire se calme en quelque sorte. Mais néanmoins, ça prouvait bien les limites. Parce que la démocratie, dire qu'un peuple est le souverain, oui, il est le souverain à l'intérieur. Mais s'il n'est pas du tout le souverain à l'extérieur, ça pose comme un problème. En ce moment, la France, on sait très bien, elle est des deux côtés, elle n'est plus une démocratie. Parce que quand on voit la France suivre comme un toutou les avis de Mme von der Leyen, qui, elle, n'a été élue par personne d'ailleurs, au niveau européen, et effectivement, par continuité, également, les avis de Washington, puisque Mme von der Leyen ne fait que transmettre ses avis. Voilà. Bon, est-ce que la France est encore une démocratie lorsqu'elle obéit à l'extérieur? Elle ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle il faut aussi qu'en France, il y ait un pouvoir fort, un pouvoir exécutif fort. C'était l'autre aspect. Et ça, c'est pas en contradiction avec la démocratie directe? J'y arrive. Non, j'y arrive. Ce pouvoir exécutif fort, il est évidemment représenté par deux choses. La première, c'est le président de la République, qui est élu au suffrage universel et qui devrait conserver sa différence lorsqu'on aura rétabli les 7 ans de mandat, le septennat. Le quinquennat est une erreur. Et ensuite, il y a bien sûr un gouvernement qui est appuyé sur une majorité parlementaire solide. Et là, pour avoir cette majorité parlementaire solide, il faut des élections qui fassent que le peuple ait un choix très net. Et c'est pour ça que moi, je reste partisan du système uninominal
non pas à 2 tours, mais à un tour, comme dans les pays anglo-saxons, pour qu'effectivement les choix de la population soient extrêmement brutaux, pour faire en sorte que le gouvernement ait une grande possibilité d'action pendant le quinquennat qui correspondra à son pouvoir. Et dans ce cas-là, évidemment, la démocratie directe, que fait-elle? Elle intervient essentiellement, pour reprendre l'expression américaine classique, comme un contrepoids, puisque chaque fois que le gouvernement voudra aller trop loin, eh bien le peuple aura le droit et la possibilité de dire non, stop, ça on veut pas. Mais est-ce que vous ne croyez pas, Christian Vannès, qu'il faudrait que les sources, parce que le check and balance, il est aussi où les régimes mixtes. Remarquez que je n'ai pas employé le terme parce qu'ici on est sur Radio Courtoisie. Voilà. Bah, je vais parler, moi je préférerais, alors vous avez tout à fait raison. Allez, hop, 1 euro dans le cochonnet, je vais le chercher tout de suite et je paierai mon obol, je donnerai mon obol. Alors parlons de régime mixte dans ce cas-là plutôt. Un régime mixte, c'est un régime où les sources de pouvoir ne sont pas les mêmes. Mais lorsque finalement une source de pouvoir prime sur toutes les autres, et en France c'est le cas, où c'est l'élection au suffrage universel direct du président. Et ça écrase tout. Et vous parlez de 2007 et de la forfaiture. Ça, c'est pour certains. On considérait que c'était la forfaiture, le Sarkozy qui revient sur le référendum de 2005. Mais il y a ceux qui pourraient dire, mais enfin quand même, l'éminence du président de la République, il vient d'être élu. C'est d'ailleurs ce qu'il a considéré en disant, moi je suis désolé, le peuple vient de m'élire. Et le peuple, je ne l'ai pas pris en traître, je leur avais dit ce que je ferais, et je l'ai fait. Mais le mot forfaiture s'applique parfaitement parce que lorsqu'un président est élu, on sait très bien que celui qui est élu, c'est l'homme. Ça n'est jamais le programme que les gens n'ont pas forcément lu dans les détails. Et en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait eu dans le programme de Sarkozy l'idée de remettre en question le vote des Français 2 ans auparavant. Je ne crois pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plusieurs sources de pouvoir et pas uniquement le suffrage universel direct? Sinon, en fait, un pouvoir va écraser systématiquement les autres. Ça va être le président par rapport à l'Assemblée. Vous voyez, par exemple. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Mais si vous voulez, moi j'étais député de circonscription. Oui. Et le fait que les députés soient élus par circonscription, c'est déjà un contrepoids. Pourquoi? Parce que les circonscriptions ne sont pas des cantons, encore qu'elles se composent de ce qu'on appelle en France des cantons, qui n'ont rien à voir avec les cantons suisses. Mais bon, lorsqu'on représente vraiment une unité géographique et humaine, eh bien, on va évidemment se lier à cette unité. On va la défendre. Et on va défendre des idées, des intérêts, des projets, etc., qui sont liés à cet enracinement local dans lequel on est élu. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on n'est pas l'élu d'une très, très grande ville. Moi, j'étais pas élu d'une très, très grande ville. Et effectivement, je défendais mon secteur, en quelque sorte. Bon, ça, c'est le côté équilibre. Est-ce que De Gaulle l'avait pas compris? Je termine. Allez-y. Et après, je vous reposerai une question. C'est l'existence du Sénat. Ah non, qui est justement élu en grande partie par les collectivités territoriales, ce qui retrouve un équilibre qui est un peu celui c'est très éloigné, mais quand même ça va dans la direction qu'indiquait Oskar Freisinger sur l'équilibre entre les cantons et le vote général. Alors est-ce que le 69, certains qui ont dit que c'est un référendum raté ou suicide, moi je ne pense pas. Est-ce que De Gaulle n'avait pas pris conscience de tout ça et que ce référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat, c'était les réponses qu'il voulait apporter et dont on parle? Absolument. Là vous avez entièrement raison, il n'y a pas de doute que De Gaulle voulait vraiment faire rentrer de la subsidiarité et surtout supprimer le caractère trop idéologique de la politique. C'est la raison pour laquelle le Sénat aurait disparu quand même dans cette élection. Il aurait fait un conseil économique et social véritable. Voilà, il y aurait une sorte de fusion du conseil économique et du Sénat et une certaine décentralisation qui soit à la hauteur. Aujourd'hui, la décentralisation en France, bon, elle est coûteuse, elle est compliquée et elle n'a pas du tout apporté de démocratie, en fait. Les départements, aujourd'hui, sont pour moi des surfaces complètement obsolètes qui, vous le savez, ont été tracées au moment de la Révolution en raison d'une journée de cheval par rapport au chef-lieu. Ça n'a plus aucun sens. Pour moi, les départements auraient dû être supprimés depuis longtemps. Les régions, en revanche, c'est une très bonne idée, ça, les régions. Mais à condition que ce soit des régions qui ne soient pas calculées en fonction de leur taille par rapport aux autres pays. Non, que ce soit simplement des régions qui ont une histoire, qui ont une identité, qui ont un esprit.
En général, les gens du Languedoc ne pensent pas tout à fait comme les Normands ou Ce comme qu'on a les gens de appelé Ancien Régime les provinces. Ce sont les provinces. Moi, je suis pour le rétablissement des provinces, ce qui veut dire que là, pour le coup, et là, ça rejoindrait les cantons, vous aurez des provinces qui seront plus peuplées, plus puissantes, et d'autres qui le seront moins. Mais c'est le cas en Allemagne. En Allemagne, entre la Bavière et la ville de Hambourg, ou encore plus la ville de Brême, il n'y a pas photo, il n'y a pas d'équilibre. Hein, voilà, donc je pense que effectivement la décentralisation est une bonne chose, mais ça n'atteindra jamais, évidemment, cette espèce d'égalité entre les cantons et une sorte d'égalité aussi entre les cantons d'un côté et puis le pouvoir fédéral de l'autre. Ça me paraît tout à fait impossible en France. Hein. Merci, Christian Vanneste. Oscar Feisinger, vous pouvez réagir, bien sûr. Il y a de la matière. La Suisse, c'est très westphalienne dans son attitude parce que son histoire l'a amené à ça, c'est que nous avons fait. L'expérience d'aller nous mêler des affaires de tous les pays qui nous entouraient. Nous avons un mercenariat qui était avant 1515, avant Marignan, extrêmement fructueux, ça nous rapportait beaucoup d'argent, et on cassait la gueule à tout le monde. Oui, on a cassé la pipe à Charles de Québec. Mais il y en a pas mal qui ont... Tous ceux qui se frottaient aux Suisses, ils se prenaient dans la poire avant l'invention du camion. Je sentais que ça bouillait dans l'esprit de Oscar a enduré les rires, les sourires. Nous avons tiré une leçon, et je reviens à cette fin de la guerre de 30 ans qui n'a été possible qu'à travers la paix de Westphalie. Donc, vous avez cette guerre qui a quand même duré de 1618 à 48, 30 ans, où le Saint-Empire romain a été le champ de bataille d'à peu près toutes les armées, des Suédois, passant par les Danois, les Français, les Anglais. Tout le monde se battait sur le territoire du Saint-Empire romain, et c'était extrêmement sanglant et violent, et il y a eu une perte de population monumentale, ce qui a fait que l'Allemagne ensuite, pendant des siècles, a été un géant démographique et un nain politique, si on veut. Et la réunification allemande, ça a été la revanche, finalement, de l'Allemagne sur la guerre de 30 ans. Et là, le nationaliste exacerbé qui en est sorti était un peu la réponse à cette histoire-là. C'est la même chose pour l'Italie, d'ailleurs. C'est à peu près la même chose, et c'était les deux pays qui ont basculé dans le fascisme nazi. Bon, pour dire, mais nous, la Suisse, non. Alors, ce que nous avions, c'est une armée forte et que, bon, maintenant, elle est évidemment moins forte, mais du temps où moi, je faisais encore du service, on pouvait mobiliser en 48 heures 800 000 bonhommes. Hein. On était capable de faire ça. Là, maintenant, plus, mais disons, soi-disant, entouré plus que par des amis. Donc, voilà. Maintenant, on craint toujours le russe. Ça me fait un peu rire parce que déjà du temps où on faisait des exercices, c'était toujours les rouges qui attaquaient depuis l'Est. On faisait des exercices militaires, donc c'était un peu l'ennemi. Mais nous avons donc cette propension en tant que petit pays, cette neutralité qui a été reconnue depuis 1815, qui est communément acceptée. Et dès que le gouvernement veut faire une entorse à cela, et dernièrement, un de nos pas très géniaux conseillers fédéraux, c'est une femme en plus. Pourquoi en plus, Oscar? Parce que normalement, elle ne devrait pas être belliqueuse. Oui. C'est toujours encore l'idéal de la femme, ce lointain rivage auquel nous espérons aborder un jour, magnifique, etc. Dans les bras. Mais je suis un vieux romantique, je ne peux pas me changer ça. Mais donc cette dame, une certaine Viola Amherst, valaisanne en plus, c'est ce qui me désole doublement, cherchait par tous les moyens à nous rapprocher de l'OTAN. Ce n'est pas la vocation de la Suisse de faire ça. Et on a un exemple très, très flagrant, c'est la Finlande. La Finlande, depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle vivait en bonne entente avec la Russie. Ils avaient des échanges transfrontaliers, le tourisme russe amenait beaucoup de richesses aux Finlandais, ils échangeaient, il y avait tout ce qu'on voulait, etc. Ils ont abandonné leur neutralité pour entrer dans l'OTAN. Maintenant, ils chient aux culottes. Maintenant, ils ont peur. Avant, ils n'avaient pas peur. Maintenant, ils ont peur. Et en plus, s'il y a des missiles américains qui sont placés en Finlande, le premier pays qui se ramasse en cas de déflagration mondiale, c'est les Finlandais, ils sont en première ligne. Donc, c'est quoi ce choix qu'a fait ce gouvernement finlandais? Alors ça, en Suisse, ça serait très difficile parce qu'il faut passer par un mouvement populaire. Et là, le peuple, quand on lui dit faut commencer à sortir des frontières pour aller se mêler des affaires des autres et faire des guerres, ça, on n'est pas du tout contre. Par rapport à la Libye, alors effectivement, c'était pas glorieux parce que notre ministre, effectivement, quand ils sont nuls vers l'intérieur, c'est bon, mais quand ils sont nuls vers l'extérieur, c'est moins bon. Mais n'empêche, on a payé une rançon, les otages sont rentrés. Il y a la solution française. On envoie des avions, d'accord? On bombarde, on fait tomber Kadhafi et on se ramasse ensuite des vagues de requérants. Hein,
ces fameux étrangers qui ensuite vous changent complètement le tissu social, ça c'est la solution d'un pays fort, n'est-ce pas, qui a des rafales pour aller envoyer des missiles sur la gueule des Arabes en Afrique du Nord. Donc, je veux dire, moi je trouve la solution suisse plus sympathique. Nous sommes là pour, avec Henri Dunant depuis Solferino, l'humanitaire. Ensuite, les bons offices dans le domaine. Bon, je reconnais que là aussi, la dernière conférence de paix du Bürgenstock, c'était mais lamentable. Vous ne pouvez pas faire une conférence de paix sans que l'un des belligérants soit là. Impossible, vous ne pouvez pas faire ça. Donc là, alors ça a été tellement. On voit quand même aussi les limites, mais si la Suisse reste fidèle à ses principes de base, fondamentalement, c'est ce qui l'a sauvé durant tous ces siècles, depuis par exemple la guerre de Westphalie, où elle avait cette immédiateté impériale, donc elle n'était pas soumise au bon vouloir des Habsbourg, etc., contre lesquels on s'est battu quand même très très fortement. Et donc on a pu maintenir cette indépendance, cette neutralité, on a pu décider dans nos vallées comme on voulait nous-mêmes. Le pacte de 1291, c'est assistance mutuelle, et nous n'accepterons jamais de jugement de juges étrangers. Là maintenant, la question se pose de nouveau. Notre gouvernement, ou disons les partis mondialistes, essayent de nous faire entrer dans un système d'accord cadre où en fait l'arbitre final, ce serait la Cour de justice européenne. Non, mais c'est exactement le contraire de l'esprit fondateur de notre pays. Et là maintenant, il y a, tenez-vous bien, des privés qui sont en train de lancer une initiative. C'est pas l'UDC, hein. C'est des entrepreneurs qui sont en train de lancer une initiative populaire pour empêcher cet accord cadre, pour empêcher cet abandon de pan entier de notre souveraineté. Donc, vous voyez, ça fonctionne, c'est vivant, ça bouge, et il y a toujours ces instruments institutionnels qui donnent, au fond, toujours ce pouvoir au peuple d'être l'arbitre, d'avoir le dernier mot. S'il n'y avait pas ça, ça fait longtemps qu'on serait membre de l'Union européenne. Parce que combien de peuples ont-ils voté pour entrer dans l'Union européenne? Combien de peuples ont voté? C'était toujours les parlements, ça a été toujours ceux qui gouvernaient qui ont décidé. Je ne peux pas souvenir qu'il y ait eu des réformes, peut-être dans un ou deux pays, il y a peut-être eu un référendum, mais la plupart, ils sont entrés tambour battant sur la volonté de la caste dirigeante et pas sur une volonté populaire exprimée. Et quand on a demandé aux Français s'ils voulaient, on a dû faire voter après parce qu'ils avaient voté non. Donc vous imaginez un peu le degré de démocratie. Donc en Suisse, ça, pour le moment en tout cas, c'est encore impossible. Je crains juste, et ça c'est Christian qui l'a dit avant, il faut qu'il y ait un peuple, ou c'est toi peut-être Nicolas, pour que le peuple puisse être souverain, qu'il puisse décider, il faut qu'il y ait un peuple. C'est ce que disait Christian Van Est. C'est ce qu'on est en train d'essayer de détruire avec l'histoire de la globalisation. On va globaliser les problèmes. Toutes ces questions, par exemple, pandémie, climat, etc. On prend que des éléments qui parlent qu'il y a que des solutions globales pour diminuer la valeur que pourraient avoir les États-nations, etc. Le seul problème, c'est que les Américains viennent de faire la guerre de trop. Ils n'auraient jamais dû faire ce qu'ils ont fait en Ukraine. Parce qu'ils l'ont cherché, cette guerre. Ils l'ont cherché à mort. Ils la voulaient. Ils voulaient démembrer la Russie. Il faut lire Brzezinski. On savait exactement l'intention. C'est pour ensuite pouvoir s'attaquer à la Chine. Et pour ça, il fallait d'abord démembrer la Russie, accéder aux matières premières. Puis là, alors, les Chinois étaient foutus. Les Chinois, pas cons, ils se sont alliés aux Russes. Maintenant, nous avons l'extraordinaire binôme où le plus grand producteur de matières premières s'est allié au plus grand manufacturier du monde. Mmh. Et voilà ce que le deep state américain est capable de produire dans sa grande sagesse, à force de se mêler de tout et de rien sur la planète entière depuis 1945. Donc c'est bien pire que si on avait eu cette Europe de l'Oural à l'Atlantique, hein, comme De Gaulle l'avait comme vision, où on aurait inclus les Russes, et les Allemands auraient pu effectivement créer un binôme économique puissant avec les Russes. Ça aurait bénéficié à toute l'Union européenne. Actuellement, on serait tous dans un bien-être et dans une situation extrêmement avantageuse. Mais ça plaisait pas à l'oncle Sam. Lui, il veut une Europe, sa botte et qui est faible. Et ça, c'est le grand problème actuellement. Donc, je préfère encore des pays westphaliens qui se disent, bon, on balaye devant notre porte. On essaye d'abord d'apporter des solutions à notre population, notre propre population. C'est ce que Trump, c'est un peu le message de Trump. Et lui, il se dit, il faut d'abord réglons d'abord les problèmes ici, chez nous, avant d'aller guerroyer aux quatre coins de la planète. C'est pour cette raison qu'à choisir entre lui et le Deep State,
Mon choix est fait. Hein. Merci Oscar Freisinger. Vous pouvez réagir. Il y a des questions d'auditeurs aussi, Christian Van Est. Et je crois qu'à un moment donné, vous devez aussi vous absenter quelques minutes. Mais vous pouvez déjà réagir à ce qu'a dit Oscar et puis après les questions des auditeurs. Bon, là, ma réaction est très simple. En fait, je suis d'accord à 100% avec ce que vient de dire Oscar. Donc, je vais pas le contredire. Simplement, encore une fois, la France avait les moyens de ne pas entrer dans l'Europe et encore moins dans l'OTAN. Elle en avait les moyens. Surtout l'OTAN, oui. Et malheureusement, nos hommes politiques, pour des raisons quelquefois douteuses d'ailleurs, ont fait en sorte que la France perde une partie de sa souveraineté. Alors je crois qu'aujourd'hui, l'un des référendums les plus importants qui pourrait avoir lieu dans notre pays, ce serait un référendum qui effectivement exigerait le retour à la souveraineté. Un référendum comme ceux que Farage a réussi à lancer au Royaume-Uni. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. C'est-à-dire que la France redevienne la France. Alors peut-être la France, évidemment, redevenue la France, devra faire preuve d'un peu plus d'humilité, parce qu'elle n'a plus les moyens d'avoir. Et puis il faudra remonter la pente. Il va falloir, il y aura un peu de sang et un peu de larmes. En tout cas, il y aura des larmes et de la sueur. Et qu'elle ait une politique qui soit davantage fondée sur la continuité diplomatique, et sur la force réelle, militaire, mais aussi économique, qui permet effectivement à cette volonté de s'exprimer à l'extérieur. Aujourd'hui, la France n'a plus ni la capacité militaire, ni la capacité économique de le faire. Plus elle s'ancrera dans l'Europe et plus elle s'ancrera dans l'OTAN, moins elle l'aura. Donc il faut effectivement qu'elle se détache, mais ensuite il faut qu'elle se reconstruise. Et je crois que de ce point de vue-là, ce que disait Oscar sur vraiment le contresens que les Américains ont réussi à imposer aux Européens dans un but qui était très clair, effectivement, c'est démembrement de la Russie et attaque de la Chine, ça ne nous concerne pas. Quand on connaît un peu la Russie, quand on connaît son histoire, la Russie est un pays européen qui a simplement eu des colonies très importantes et très, très, très éloignées vers l'Est. Mais c'est un pays européen. Quand on pense à la culture, vous savez, lorsque les Russes ont écrasé Daesh en Syrie, qu'est-ce qu'ils ont fait à Palmyre? Ils ont donné un concert classique. Moi, ça m'a frappé, ça, parce que, je veux dire, ça, c'est, attendez, soyons clairs, la Russie, c'est Tchaïkovski, c'est Dostoïevski, c'est notre culture, quoi. Ce sont des frères. Bon, et on a eu l'imbécilité de les mettre dans les bras des Chinois. C'est absurde, quand on voit maintenant la montée des BRICS, et ça, peut-être qu'Oscar pourrait en parler, la montée des BRICS, hein, par rapport à la descente du G7, dans le fond, la montée des autres, par rapport aux prétendues démocraties occidentales, on se rend bien compte qu'on est en train de perdre. La défaite de l'Ukraine, défaite parfaitement justifiée par rapport à la Russie, eh bien c'est tout simplement une défaite de ce qu'on appelle à tort l'Occident, parce qu'Occident c'est une notion culturelle, mais qui est simplement, bon, le G7, c'est-à-dire l'Amérique et ses satellites. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, ça, il faut qu'on en sorte le plus vite possible. Il y a un homme d'État, évidemment, quand on est gaulliste, on pense toujours à un De Gaulle qui ne serait pas mort. Pensez franchement que De Gaulle aurait accepté qu'on s'attaque à la Russie, lui qui avait même fait en sorte, justement pour contrebalancer le poids des États-Unis en France, d'avoir d'excellents rapports avec la Russie, même la Russie communiste, alors que franchement, De Gaulle n'était pas communiste, hein, certainement pas. Et même avec la Chine aussi. Mais oui, mais bien sûr. On était les premiers à reconnaître. Hein. Contrepoids par rapport aux États-Unis. Et ça rejoint ce que disait Mitterrand à la fin de son règne, si j'ose dire, hein, à savoir qu'on a un ennemi, les Français ne le savent pas, mais cet ennemi, ce sont les Américains. Eh ben, les Russes. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça de gens qui ont eu cet éclair de lucidité pour dire non, le problème c'est pas les Russes. Les Russes, si on s'allie avec eux, ils ont les matières premières, ils ont l'énergie, et nous on a besoin de ces matières premières et de cette énergie pour qu'on ait encore une industrie qui, entre nous soit dit, en Suisse a été parfaitement préservée et même améliorée, puisque dans certains domaines, les Suisses qui ont pourtant des handicaps, notamment leur monnaie, eh bien, les Suisses sont les meilleurs dans certains domaines de microélectronique, de microtechnique, etc. Bon, je veux dire, c'est donc possible, même pour un pays dont la taille est modeste, on peut y arriver. La France ne pourrait pas y arriver? Bien sûr que si. Merci Christian Van Est. On va passer
tout de suite un très court bobino et on revient avec les questions des auditeurs. La démocratie à l'épreuve de la mondialisation et du mondialisme, avec à la fois Christian Vannès, ancien député du Nord, auteur de L'identité ou la mort, qui est le président de Démocratie Directe en France, et son alter ego, si j'ose dire, sur la démocratie directe en Suisse, ancien vice-président de l'UDC, ancien conseiller d'État du Valais, à la fois l'expérience politique de la démocratie directe et en même temps, évidemment, on profite toujours de sa vision exceptionnelle qu'il peut avoir. C'est le plus français peut-être des Suisses. Il balade un regard sur nous que j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas fait de condescendance. Il est souvent même, je sens, plutôt une certaine tristesse de voir dans quelle situation et dans quel état se trouve notre pays aujourd'hui. Oscar Freisinger, vous voyez, il y a par exemple quelque chose un ressenti très négatif aujourd'hui des Français qui se traduit très bien dans cet avis d'un auditeur. Je suis d'accord avec le constat des invités, nous dit-il. À mon avis, il n'y aura pas de retour du camp patriote au pouvoir en France, du fait de l'évolution démographique, des institutions gardiennes de l'état de droit et des médias favorables à l'immigration et à l'oligarchie. Pour la France, vous qui connaissez bien la France, est-ce que vous partagez ce constat ? Ça dépend comment vont évoluer les choses. Moi, je pense que les BRICS, pour revenir sur cette scission-là qui s'est quasiment créée, où vous avez la jungle, celle désignée par Borrell, qui disait l'Occident, c'est un jardin, le reste du monde, c'est la jungle. C'est d'ailleurs ce qui a amené l'écriture de mon livre, là, Animalia. Animalia, d'Oscar Freisinger, aux éditions Selena. Voilà, où je décris justement... Une cacatopie. Plus encore qu'une dystopie. La tentative d'appliquer le Great Reset de Klaus Schwab, donc le jardin, de faire de la jungle un jardin. Un nouveau 1984. Non, pas 1984, un nouveau du même Orwell, de la ferme des animaux, Animal Farm. La jungle se regimbe, la jungle se révolte, parce que la jungle, c'est quand même encore... Les lois naturelles, c'est la liberté, c'est quelque chose. Il y a des cycles fermés, il y a tout un équilibrage. La nature, elle fait très, très bien les choses. Donc cette jungle se dit, mais attendez, en quoi un jardin baroque géométrique taillé à la tronçonneuse et au coupe-haie devrait-il être supérieur? C'est plutôt une nature morte. Nous, on ne veut pas être une nature morte. Donc les BRICS, en fait, tout à coup, sont très westphaliens. Regardez voir le message de Poutine, quand il parle de cet ordre mondial que lui aimerait établir, c'est des nations indépendantes, souveraines, neutres, avec leur identité, leur mode de vivre. Oui. Les Westphaliens, on ne se mêle pas des affaires des autres, mais qui commercent pacifiquement les yeux dans les yeux, à même hauteur d'yeux. Et ça, c'est vraiment un truc incroyable. Donc, il faut que ces anciennes structures, elles tombent, et elles tombent généralement quand il y a une pression qui est exercé sur quelque chose qui est déjà en train d'être vermoulu, et il manque juste un dernier coup d'épaule. Et le coup d'épaule, c'est les BRICS. Ils sont, comme je viens de le dire, donc très westphaliens. Les BRICS, c'est ce dernier coup d'épaule qui va faire s'effondrer cette structure, ce rule-based order, comme disent les Américains, un ordre mondial basé sur des règles. Qui fait les règles? C'est eux, c'est le dollar. Eh bien, ça, c'est en train de s'effondrer. Absolument. Et il y a le coup d'épaule des BRICS, donc cette guerre de trop qui provoque maintenant quelque chose que les Américains à aucun moment n'avaient imaginé. Je ne sais pas quels sont les conseillers du président américain, mais il suffisait d'étudier un peu l'histoire. Ah ouais. Ils auraient pu savoir que la Russie n'allait pas être faillite en 3 mois et que cette armée russe, elle allait pouvoir en très très peu de temps devenir la première armée du monde. Là, actuellement, ils dament le pion à n'importe qui, technologiquement aussi, pas seulement au niveau de la masse des armes. Donc, c'était exactement le même schéma contre Napoléon. Ils ont perdu lamentablement à Smolensk, se sont fait laminer à Borodino. Et alors là, Kutuzov, il dit, OK, on va sacrifier la ville, on va sauver l'armée. Et puis, on va laisser les Français se détruire eux-mêmes. Ils ont joué le temps et l'espace, ils ont gagné. Hitler, dans les premiers mois de 41 Barbarossa, il a 2 millions, passé 2 millions, 2,3 millions de prisonniers russes. On se dit, l'armée rouge est foutue. Ah non, ils n'ont pas vu la suite du programme. Stalingrad, Kursk, boum, c'était fini, et ils ont pris Berlin. Alors, quand vous avez ça déjà devant le nez,
vous réfléchissez, parce qu'au moins, Hitler et Napoléon avaient la décence d'attaquer la Russie avec la plus grande armée de ce monde-là, du monde dans lequel ils étaient. Nous, on attaque avec des petits jouets en plastique. Parce qu'excusez-moi, mais on n'est plus capable de produire une armée qui est en mesure de soutenir sur une certaine durée une guerre d'attrition. Parce qu'on n'a eu qu'à faire à des quelconques barbaques là-bas, quelque part, des fous de Boko Haram et puis des ISIS, etc. Mais c'est finalement, je veux dire, des guérilleros, c'est des troupes très, très, très sous-armées par rapport à nous. Et on s'est même fait damner le pion par les petits bonhommes jaunes en pyjama, ça c'est les Américains au Vietnam, et puis ensuite par les enturbanés d'Afghanistan, les gardiens de chèvres là-bas. Donc même ça, on n'a pas réussi à vaincre. Alors vous imaginez la Russie? Je veux dire, il faut juste réfléchir avant. C'est quoi ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ce personnel complètement décérébré qui n'a plus aucune culture, plus connaissance de l'histoire? Et ça, c'est un des effets du wokisme. Vous vous coupez de l'histoire, bah vous répétez les erreurs du passé. C'est comme ça. Merci Oscar Freisinger. Alors, il n'a pas répondu réellement à la question de l'auditeur, mais on va répondre ensuite vers la... Gardons 10 minutes à la fin, si vous le voulez bien, pour répondre disons que la aux questions réponse à l'auditeur, c'est de dire, s'amoncellent. une fois que le système qui est vermoulu, le coup d'épaule des BRICS, va le faire tomber, alors la France et les pays de l'Union européenne retrouveront leur souveraineté. Voilà. Mais il faut que le système s'effondre. Ah oui, alors il faut que le système s'effondre. Il n'y a pas d'autre solution. Mais voilà. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'être sous les décombres? Christian Van Est. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les menaces de Vladimir Poutine d'utiliser l'arme nucléaire ne sont, Dieu merci, que des menaces. Ce sont des menaces qui ne deviendraient des réalités que si effectivement les alliés se risquaient à aller encore plus loin dans la guerre qu'ils mènent contre la Russie. Je pense que d'ici quelques mois, cette affaire-là sera terminée. On voit bien que l'Ukraine est complètement épuisée. Elle est épuisée par ceux qui s'épuisent le plus et ceux qui se récupèrent le moins. Ce sont les hommes. Les pertes ukrainiennes sont considérables et manifestement, beaucoup d'Ukrainiens aujourd'hui fuient l'Ukraine pour ne pas devoir servir dans l'armée, parce qu'ils se rendent bien compte que la guerre est perdue. Et par là même, je crois que les choses vont, Dieu merci, s'arranger, mais qu'on se trouvera dans une situation telle que le désastre de l'OTAN devra conduire, sans doute si Trump est élu, dans l'autre cas on verra bien, mais devra conduire à une fin de l'OTAN. C'est-à-dire au fait qu'on dira non, l'Amérique se désengage, et elle a bien raison, c'est une raison pour les Européens, eux aussi, de prendre leur liberté et peut-être de se tourner vers le complément naturel de l'Europe, qui est la Russie, avec une différence profonde que les Américains ne semblent pas avoir perçue, c'est que la Russie n'est plus communiste. La Russie n'est plus un adversaire idéologique, en fait. Vous savez, moi je trouve même, souvent, Oscar vient de faire allusion au wokisme. Quand je prends le wokisme d'un côté, et les auteurs qui ont, dans le fond, inspiré Poutine sur le plan intellectuel, c'est-à-dire des auteurs comme Berdiaïev ou comme Ilyin, je me dis, attends, qu'est-ce que c'est que Poutine? Poutine, dans le fond, c'est un patriote conservateur. Qui suis-je, moi? Moi, je suis un patriote conservateur. Ouais. Qu'est-ce qui inspire les Américains? Qu'est-ce qui inspire éventuellement la présidente future si Trump n'est pas élu? C'est l'inverse. C'est le wokisme. Autrement dit, le communisme d'aujourd'hui. Si bien qu'on a tout simplement... On a inversé le mur de Berlin. Désormais, les mauvais, ils sont à l'ouest. Et au contraire, ce que représente la Russie, pour ma part, c'est quelque chose qui me convient mieux sur le plan des mœurs, sur le plan de la culture, sur le plan des valeurs, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, le fait que la Russie gagne, ce sera pour l'occasion une libération de l'Europe, c'est-à-dire une capacité pour l'Europe de se retrouver, de retrouver sa véritable identité. Mais on en est loin. On en est loin. On va donner droit dans quelques minutes aux questions des auditeurs. Vous pouvez continuer à en envoyer. Il y en a de nombreuses et les auditeurs sont extrêmement, je vous le dis tout de suite, satisfaits, heureux d'entendre ce qu'ils entendent depuis 9h ce matin. Peut-être une dernière réaction, Oscar Freisinger, avant de passer aux questions des auditeurs, par rapport à ce que vient de dire Christian Van Est. Il y a des gens, en tous les cas, 2 dirigeants de l'Union européenne qui ont saisi ce que nous disons là, ouais. qui
le défendent d'ailleurs haut et fort, c'est Orban, Ouais. et puis Fico, Fico, oui. de Slovaquie. Donc les deux là ont clairement, alors qu'ils ont été eux sous la domination communiste. Vous avez quand Donc même vu qu'ils ont failli en tuer un et que le second, actuellement, il y a une pression très importante. On a même vu un activiste qui l'accusait de s'être vendu aux Russes venir très près de lui, hein. On connaît ces systèmes, comme le système américain, on l'a vu avec Kennedy, mais on ne l'a vu pas qu'avec Kennedy. Quand justement ça coince, ils n'hésitent pas à avoir recours, par exemple, à l'assassinat. Ils ont d'énormément de moyens. Moi, la question que je vous pose à l'un et à l'autre, finalement, avant les questions des auditeurs, c'est, j'entends bien et je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent de l'un de l'autre, mais est-ce que vous croyez franchement que les Américains vont se laisser faire si rapidement et baisser pavillon comme ils l'ont fait au Vietnam, en Afghanistan, d'accord. Sauf que là, c'est majeur, là, l'Europe. À mon avis, les réactions ne vont pas être les mêmes, hein. Bon, vous me posez la question. Donc, oui, bien sûr. moi, je pense que les Américains, ils sont tellement engagés maintenant au Moyen-Orient et au Proche-Orient. C'est ton analyse. Ouais. Ils peuvent pas faire une guerre sur deux fronts. Ils vont se désintéresser de l'Ukraine, c'est déjà le cas, hein. Donc, quand on voit que Biden ne va pas venir à Ramstein, donc ils ont abandonné cette rencontre qui devait avoir lieu à Ramstein parce que ni lui ni Blinken n'allaient venir. Donc, ça montre très, très clairement le désintérêt. Donc, ils ont compris que c'est perdu. Vous savez, les Américains, c'est les atlantistes, c'est-à-dire c'est les mers. Donc, vous dominez les mers, vous dominez évidemment la planète, vous êtes partout, mais vous ne dominez pas le heartland, c'est-à-dire les grandes steppes qui sont là au milieu. Et ces grandes steppes-là, qui règnent en Il suffit qu'ils les divisent. C'est les Russes. Il suffit qu'ils les divisent. C'est comme la pose Lilith de Kissinger, c'était par exemple diviser la Chine avec la Russie. Et les néoconservateurs, c'est entre l'Europe et la Russie. Ils divisent le heartland à chaque fois. Donc, regardez ce qui se passe. Ils sont aperçus qu'ils ne peuvent plus le faire. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus et ils ne peuvent pas les vaincre militairement. Ça, ils ont compris. Ouais. Israël a compris ça aussi par rapport à l'Iran. Il ne faut pas rêver. Regardez la grandeur des pays, les habitants en question, les alliances. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que fait l'Occident qui a tellement, pendant longtemps, nous a bassiné ces grandes valeurs universelles, les droits de l'homme et tout? Ils utilisent l'arme terroriste. Les Ukrainiens, ils en sont là, avec l'aide de la CIA et des Américains. Ils ne font plus que du terrorisme. Ils font plus vraiment la guerre. Et les Israéliens sont passés au terrorisme aussi. Voilà ce qu'est la dernière solution. Mais ça montre le degré de désespoir auquel on est arrivé. Le système touche à sa fin. Il ne va pas pouvoir survivre. Moi, je pense qu'il va y avoir un nouveau monde qui sera, je pense, plus respectueux des identités, des différences des uns et des autres, où un dialogue sera possible entre n'importe qui sur cette planète et n'importe quel autre citoyen de cette planète. C'est vrai qu'on est tous citoyens de cette planète, mais s'il faut que je renie mon identité pour pouvoir être copain avec quelqu'un d'autre, franchement, ce n'est pas une amitié qui est bâtie sur de bonnes bases. Et c'est ça, ce monde auquel j'aspire. Je suis quand même étonné que c'est des régimes quand même. Moi, le régime chinois, je ne trouve pas tellement sympathique, moi. Mais bon, c'est plutôt une fourmilière qu'un pays qui fonctionne sur les bases humaines, quoi. Mais que ce soit des pays de ce type-là qui, finalement, actuellement, essayent de faire avancer plutôt un monde westphalien avec des nations souveraines qui commercent pacifiquement les unes avec les autres. C'est quand même un monde, alors que ça devrait être l'Occident, mais non, parce qu'il y a le messianisme américain qui dit « nous sommes le policier de ce monde, nous faisons régner la paix », alors qu'ils ont fait que des guerres depuis 1945. Donc c'est une aberration complète, c'est un non-sens. Et l'Europe qui s'est couchée lamentablement. La France, sous De Gaulle, elle résistait. Et puis à partir de là, ça a commencé gentiment et avec les Américains, parce que c'est clair, Sarkozy, c'était l'homme des Américains, soyons clairs. Macron, c'est la même chose. Lambie, lui, c'est le grand n'importe quoi, donc c'est pas lui-même. Mais voilà où on en est. Donc ça bascule gentiment, mais il y a un moment de rupture et qui sera, à mon avis, peut-être une chance de réinventer quelque chose de plus juste et de plus équilibré. Vous êtes d'accord, Christian Van Est? Je suis là à 100% d'accord. Je pense qu'effectivement, l'échec des États-Unis est une chance pour l'Europe. Mais de ce point de vue-là, tout à l'heure, Oscar a parlé de Brzezinski. Il faudrait opposer Brzezinski à Kissinger, qui a été bien meilleur dans son analyse, et qui notamment avait été là au moment où les Américains
sont allés vers la fin de la guerre du Vietnam. Mais il a su lui diviser, par exemple, la Chine et la Russie. Et il s'est allié avec la Chine. Enfin, non, il s'est pas allié. Il a reconnu la Chine, il a fait reconnaître la Chine par Nixon. Et ça c'est un point positif qui permet de voir que Kissinger avait une vision qui était beaucoup plus proche de celle que vient de décrire Oskar Freisinger. En gros, on retrouve là les deux oppositions entre la fin de l'histoire et puis au contraire, le choc des civilisations. Hein, c'est deux livres qui marquent dans le fond les deux possibilités qui s'ouvraient Fukuyama et Huntington. Bien sûr, au monde. Manifestement, on voit bien que Fukuyama s'était planté complètement, puisque les États-Unis échouent. Mais en revanche, la place est maintenant à Huntington, c'est-à-dire à l'idée que le monde est divisé en civilisations qui vont maintenir leur identité et qui doivent éviter de se faire la guerre. Alors, malheureusement, moi, je ne suis pas pour un monde de bisounours. Peut-être qu'en Suisse, on a davantage cette conception d'un monde de bisounours. Je pense que le monde est fondamentalement violent. Fondamentalement violent. Et donc, je crois que on ne peut maintenir l'équilibre que dans un rapport de force. Vous savez, Kissinger avait une admiration particulière, non pas pour le traité de Westphalie, mais malheureusement pour les traités qui ont marqué le désastre napoléonien et puis la construction de ce qu'on appelait la Sainte Alliance. La Sainte Alliance a fait régner en Europe une paix, mais c'était une paix armée. Paix armée qui a été détruite par qui ? Par le pays qui n'en faisait pas vraiment partie. Parce que dans la Sainte Alliance, il y avait la Russie, il y avait la Prusse, il y avait l'Autriche. Bon, il y avait la France, d'une certaine manière, qui s'était ralliée. La preuve, l'opération en Espagne. Mais pas l'Angleterre. Mais pas l'Angleterre. Voilà. Et comme d'habitude, les Anglo-Saxons ont passé leur temps à essayer de détruire l'unité européenne. Ce sont les Anglo-Saxons qui sont à la base de nos problèmes. Les Américains font la même chose aujourd'hui. Évidemment, mais les Anglo-Saxons, c'est d'ailleurs assez marrant parce que quand vous avez une bonne connaissance du livre de, vous savez, d'Orwell, 1984, on remarquerait qu'il sépare l'Europe justement en une partie qui est liée au monde de la mer et au contraire une autre partie, l'Eurasia, c'est curieux parce qu'on se trouve réellement dans cette situation-là aujourd'hui. Ben, je pense que effectivement, notre chance, c'est d'échapper au choc des deux superpuissances, comme elles existaient avant la chute du mur de Berlin, pour en arriver à cet équilibre des cultures, un peu comme ce que la Sainte Alliance avait réussi avec les monarchies européennes. Sans que cela nuise d'ailleurs à la Suisse, qui avait retrouvé son indépendance. Oskar Freisinger, si vous voulez répondre sur les bisounours, pas plus de 2 minutes, parce qu'après je vais vraiment poser les questions des auditeurs avant la fin de cette émission. Alors bisounours, c'était une petite vacherie, mais très amicale. Oskar, disons que nous avons vécu en paix depuis bien longtemps, donc on s'est habitué un peu à cela. Mais si on vient nous marcher sur les pieds, je pense qu'on risque quand même de sortir les souliers à clous. Hein. Donc, mais ça va, pour le moment, on se dit qu'il n'y a pas péril en la demeure. On préfère la diplomatie, on préfère des relations multilatérales dans le monde entier. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, nous ne sommes pas membres de l'Union européenne, parce que nous pensons qu'il faut être ouvert à la planète entière et ne pas seulement être ouvert à cette forteresse Europe qui, en fait, il y a des trous partout dans le mur. Quoi. Allez, il reste 7 minutes pour les auditeurs et pour vous questionner. Un auditeur, bonjour, je suis d'accord avec vos excellents invités, mais de dire que les Américains n'ont pas compris ce qu'ils allaient déclencher, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où le but est de toute façon atteint, c'est-à-dire séparer la Russie de l'Europe et casser l'économie européenne et un enrichissement américain extrême. Oui, mais alors, attendez, ça je veux bien, ça ils ont réussi, mais ils n'ont pas pensé qu'en contrepartie, il y aurait cette alliance entre d'abord que la Russie ne s'effondrerait pas et puis qu'elle s'allierait à la Chine, pas seulement la Chine, l'Inde, l'Iran, la Corée du Nord, la Malaisie, l'Indonésie, non mais c'est incroyable. Donc ça prend comme de l'envergure, en comptant les BRICS et tout le monde. Ce qui est isolé, c'est les Américains et les Européens, c'est en fait l'Occident qui est isolé, c'est pas les Russes. Donc ça, ils l'ont pas, à mon avis, ils ne l'ont pas vu venir. Ils ont réussi, c'est vrai, mais en voulant empêcher un petit malheur, ce qu'eux considéraient comme un malheur, ils ont créé un malheur démultiplié. Alors, si c'est ça, une politique intelligente, franchement, moi, je vois ça différemment. Hein.
Très bien. Ensuite, alors oui, c'est une question que j'avais déjà posée à Oscar. Je suis d'accord avec le Conseil des invités. À mon avis, il n'y aura pas de retour du camp patriote au pouvoir du fait de l'évolution démographique des institutions gardiennes de l'état de droit et des médias favorables à l'immigration et à l'oligarchie. Ça, on est plus pessimiste là. Mais je pense que ça, en effet, Christian Van Est ne va pas démentir ce constat. Non. Pourquoi continuer à nommer la France, ce qui n'est que la République jacobine centraliste qui a justement détruit la France? Dans les mêmes ordres d'idées, on parle de nation française, de souveraineté française, alors que l'on peut se poser dès maintenant la question de l'existence d'un peuple français uni. Est-ce que je peux faire une remarque sur... Bien sûr, celle d'avant. C'est très intéressant la question qui fait appel à la notion de république. Oui, on remarque république jacobine centraliste. Dans les discours de la bien-pensance, effectivement, le mot république a remplacé le mot France. C'est une erreur que personnellement je ne commets jamais. La république, ça n'est qu'un régime. La France en a connu d'autres, Dieu merci. Et surtout, il faut toujours se souvenir du sens du mot république. République, c'est la res publica. Autrement dit, c'est rien d'autre que le bien commun. Et notre premier philosophe politique français, Jean Bodin, disait la meilleure des républiques, c'est la monarchie. Tout simplement parce que précisément, il avait cette notion de la république qui était purement la notion d'origine du mot. Res publica, la chose publique. Autrement dit, aujourd'hui, quand on parle de république, c'est pour indiquer une forme d'État qui idéologiquement est orientée et qui exclut d'autres pensées alors qu'elles font partie de la nation française. La manière, pour revenir au début, la manière dont on a traité la Rassemblée nationale, qui a, qu'on le veuille ou non, gagné les élections. S'il y avait eu une élection, comme je le souhaite moi, à un tour, c'est la Rassemblée nationale qui aurait Matignon. Hein, c'est évident. Eh bien, non, on les a exclus de toutes les représentativités au sein même de l'Assemblée nationale. Autrement dit, on les traite comme des parias. Et on appelle ça la République. C'est scandaleux. La loi Chapelier... Un mot peut-être là-dessus. On a remplacé... rapidement, Si on veut la France en tant qu'État-nation, nation avec une histoire, des racines, etc., une culture, on a remplacé par la notion d'entreprise. C'est une entreprise avec des technocrates. Et c'est ça le modèle qu'imagine Macron, qu'imagine Klaus Schwab, ces gens. C'est les technocrates qui prennent le pouvoir, mais qui sont eux, qui n'ont pas d'odeur. Ils sont inodores, ils sont sans couleur. C'est simplement une gestion, comme on gérerait une entreprise. Mais un pays, une nation n'est pas une entreprise. Absolument. Une auditrice, la loi Chapelier n'a-t-elle pas détruit la démocratie directe en enlevant les corporations au profit des représentants? Les députés, le Parlement a souvent trahi le peuple. Émission très pertinente, merci. Ce sont les médias subventionnés qui formatent les esprits des endormis, qui sont majoritaires en France. Sans un réveil intellectuel du peuple, rien ne changera dans notre pays. Passionnante analyse, un grand merci à vous tous. Verrons-nous une porte de sortie? Bah oui, la porte de sortie, on l'a dit à plusieurs reprises. La porte de sortie sur le plan international, effectivement, c'est la paix en Europe avec la fin de cette guerre suicidaire qui se passe en Ukraine. Et deuxièmement, c'est le réveil du peuple en France grâce à l'introduction du référendum, et notamment du référendum d'initiative populaire. Je signale d'ailleurs aux auditeurs qui peuvent aller sur le site de mon association Démocratie Directe en France, droite libre, et que je serais très content de les accueillir comme adhérents, hein, voilà. Toujours la même auditrice, oui, donc passer la Rastam, mon assistante, elle a déménagé la Rastam, et donc elle va mettre un certain temps à emménager maintenant, mais vous la retrouverez très vite, n'en doutez pas une seconde. Alors ça c'est une auditrice amusante, toujours à l'écoute des émissions, Nicolas Stocker, qui est ma pépite, ça c'est gentil, chère auditrice, elle rappelle quand même que la démocratie athénienne n'a strictement rien à voir avec la démocratie d'aujourd'hui. Elle rappelle la possibilité d'évincer les indésirables athéniens par les ostrakos, entre autres le fait d'ostraciser, et pourtant les étrangers, métèques, marchands, esclaves, faisaient partie de leur société mais n'avaient aucun droit de vote, et pourtant ils faisaient marcher le commerce. Nous sommes très loin, dit-elle, de la démocratie Mais c'est la même chose que pour République. Là aussi, c'est la perte du sens du mot citoyen. Les citoyens, ce sont les membres de la cité. Ce sont eux qui composent le pouvoir souverain.
les habitants n'appartiennent pas à la cité. Ce sont des gens qu'on respecte comme on respecte des invités, mais pas plus. Ils n'ont aucun pouvoir de décision. Et l'idée notamment du vote des étrangers est certainement l'un des plus hauts scandales auxquels les socialistes nous ont quelquefois invités. Juste une dernière observation d'une auditrice, l'Angleterre, toujours contre la France, entre autres parce que protestante et maçonnique. Bon allez, je laisse droit à la remarque une fois. Pourtant la maçonnerie est à la tête de la France. La France palabre avec raison, mais ne se révolte pas. Va-t-elle se révolter? Le mot de la conclusion, votre mot de conclusion, 1 minute à peine, Oscar Freisinger, et les derniers 30 secondes à Christian Van Est. Peut-être une note positive. Il y a quelques jours, j'ai craint qu'Israël n'envoie vraiment toute la sauce sur l'Iran, et on y était. Hein, dans tout cas, je voyais les commentaires sur les réseaux, etc. Il y avait une sorte d'ambiance de veillée de guerre mondiale, parce que là, ça partait dans tous les sens. Et ça n'a pas eu lieu. Alors, ils vont taper, mais ils vont taper d'une manière très, très mesurée qui leur est dictée par des pouvoirs qu'eux ne maîtrisent pas et qui déterminent quand même encore les règles du jeu, et de manière responsable. Pourquoi? Parce qu'il y a de forts intérêts économiques en jeu. Le Proche-Orient, c'est riche en pétrole, c'est riche en gaz, etc. Donc il y a d'énormes intérêts en jeu là, qui touchent des pays comme la Chine, par exemple, et d'autres pays très très puissants de ce type-là. Alors les Russes, eux, ça les arrangerait si le pétrole montait. Du pétrole monté, mais pas ces autres pays. L'Europe pas non plus, mais l'Europe, elle, pour le moment, je crois que c'est bon, ils se sont mis eux-mêmes hors jeu. Mais par contre, je pense que les Chinois sont intervenus. Il y a des pouvoirs derrière les belligérants qui essayent quand même de calmer le jeu en se disant là, on est tous perdants. On est tous perdants. Si ça commence à flamber là-bas, si vraiment ça part, tout le monde est perdant. Merci Oscar. 30 secondes. Oui, alors le thème de l'émission, c'est bien sûr la démocratie et mondialisation. Oui. Le livre que je citais tout à l'heure, le livre de Fukuyama sur la fin de l'histoire, c'est dans le fond la réalisation du rêve de Kant dans le projet de paix perpétuelle, c'est-à-dire dans le monde, il n'y a plus que des démocraties et les démocraties ne se font pas la guerre. On se rend bien compte à quel point l'évolution depuis maintenant 20 ans, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire cette évolution vers la mondialisation a conduit à la guerre, a conduit aux guerres et a conduit à une perte de démocratie. C'est-à-dire au fait que le peuple décide de moins en moins, les peuples décident de moins en moins de ce qui leur arrive. C'est la raison pour laquelle moi je me félicite d'un retour à l'équilibre entre des cultures, les unes étant ouvertes à la démocratie et d'autres beaucoup moins. La nôtre est ouverte à la démocratie. Eh bien, il faut qu'elle la réalise. Et le chemin pour la réaliser, c'est encore une fois de faire appel au peuple de façon la plus directe possible par la démocratie direct par le référendum. Merci Oscar Freisinger, merci Christian Van Est, en remerciant encore Virginie bien sûr et Patrice au standard. Et le moment est venu, chers auditeurs, dans cette seconde partie de la matinée du samedi, d'avoir Mike Borowski et les controverses. Évidemment, vous attendez tous cette émission, c'est le moment. En France, voici comment se déroulerait le déclenchement d'une frappe nucléaire. Des scènes de violence contre commissariats, mais aussi des écoles, des mairies. Qui gouverne le monde, hein. Beaucoup de gens pensent, à tort, que ce sont les hommes politiques.